Bienvenue dans cette nouvelle vidéo en compagnie d'Audrey Ginesti. Aujourd'hui, on va parler du biais d'invulnérabilité et de ses différents impacts en termes de cybersécurité. Et puis en fin de vidéo, Audrey va nous donner quelques trucs et astuces pour pouvoir améliorer la qualité de nos restitutions en tant qu'auditeur. Bonjour Audrey. Bonjour Hubert. Alors dans cette vidéo, on va essayer de parler un petit peu des différents aspects de la psychologie dans la cybersécurité, mais de façon un peu plus générale. Pour commencer cette discussion, première réflexion, c'est la cybersécurité dans l'entreprise. Ça concerne vraiment tout le monde. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Alors une question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que ça concerne vraiment tout le monde? Est-ce que ça concerne par exemple la personne qui serait responsable de déplacer des palettes ou une personne qui serait, mettons, responsable de l'entretien de locaux? Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'à partir du moment où les gens travaillent dans l'entreprise, ils ont forcément des accès. Quelqu'un qui transporte des palettes, il a un badge qui lui permet de rentrer dans l'entrepôt. Quelqu'un qui s'occupe de l'entretien. Alors, l'entretien, en plus, c'est vraiment spécifique parce que l'entretien, il nettoie toutes les parties des bureaux. Donc souvent, ils ont des badges qui ont des accès assez privilégiés. C'est vrai. S'ils se font piquer leur badge, c'est déjà un début de faille de sécurité. Donc oui, ça concerne vraiment tout le monde dans l'entreprise, je pense, en termes de responsabilité, mais également en termes d'impact. Le jour où le système d'information tombe à zéro, c'est vraiment toute l'entreprise qui est mise à mal. Ce n'est pas uniquement les informaticiens qui ont du mal à travailler, c'est les ressources humaines qui sont plus capables de payer les collaborateurs, c'est les commerciaux qui n'ont plus les fichiers clients. C'est vraiment, l'impact, il est assez global. Et un truc qui m'a toujours moi, surpris, c'est que j'ai fait beaucoup d'audits au début de ma carrière. Et je faisais des audits, je faisais des plans de recommandations, je voyais des vulnérabilités, je leur disais voilà, il faut faire ça, 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 puis ça, pour corriger l'ensemble des vulnérabilités qui ont été constatées au cours de l'audit. Et je revenais un an après, rien n'était fait. Ah oui, d'accord. Et pour autant, qu'est-ce qui te disait du coup quand tu leur demandais mais pourquoi vous n'avez pas mis en place les recommandations? Alors, il y a les cybermalveillance.gouv.fr qui a publié un petit article récemment avec les 4 principales réponses qu'on reçoit dans ces cas-là. Et je dois dire que de mon expérience, c'est vraiment ce que je constatais, c'est j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, ça ne me concerne pas, et la sécurité, c'est pas ma priorité. Alors c'est vrai que le ça ne me concerne pas, c'est quelque chose pour moi qui fait écho à ce qu'on appelle en psychologie le biais d'invulnérabilité. C'est ce sentiment ou cette impression qu'un acte malveillant ou négatif nous arrive. Donc en fait on va avoir le sentiment entre guillemets d'être un peu protégé par exemple des cyberattaques. C'est d'ailleurs ce qu'on a vu avec l'arrivée du virus Covid. On voyait ça de manière un petit peu lointaine. Il y a eu une réaction qui s'est faite un petit peu, en tout cas en décalé, on va dire. On avait beaucoup de mal à se sentir concerné. Donc le temps de réaction était un petit peu plus long. C'est un peu peut-être la même mécanique, là, j'ai l'impression, qui se produit chez ces personnes. C'est intéressant ce que tu dis, ça me fait penser à un truc. Justement, dans cette histoire de Covid, les gens ne se sentaient pas impliqués parce qu'on leur expliquait de façon rationnelle l'impact du Covid et le fait qu'il fallait, de façon rationnelle, porter un masque, se faire vacciner, distanciation sociale, ce genre de choses. Et en fait, les discours rationnels ne fonctionnent pas avec les êtres humains. Et je me dis, peut-être qu'avec la cybersécurité, il faudrait avoir, au lieu d'expliquer rationnellement à l'issue d'un audit, voilà, il faut faire ça, ça, ça et ça, parce que si, ça, peut-être avoir des témoignages de gens qui se sont fait pirater pour que les gens, en fait, se sentent plus concernés. Oui. Ça. Alors c'est vrai qu'on le sait aujourd'hui, ça ce sont les recherches notamment de Daniel Kahneman, prix Nobel 2002, qui montrent que l'être humain par nature n'est pas vraiment rationnel ou pas autant qu'on l'aimerait. Donc les arguments rationnels qui vont être d'amener, mettons, des données chiffrées, c'est quelque chose qui va être compliqué pour notre cerveau humain à se représenter. On a du mal à se représenter des chiffres importants. On va être effectivement beaucoup plus sensible à des arguments émotionnels, comme par exemple, là tu le citais très bien, des témoignages, d'autant plus que si la personne ou l'entreprise peut se reconnaître dans le discours de la personne qui témoigne, potentiellement, elle peut être un peu plus sensibilisée ou sensible à ce discours-là.
intéressant. Il y a un autre phénomène qu'on constate, nous, assez souvent sur le terrain, et j'aimerais bien en discuter avec toi, c'est on constate que certains employés cliquent sur des mails de phishing. Bon, ça, c'est un fait, mais on est des êtres humains, moi-même, ça m'est déjà arrivé. Voilà, personne n'est infaillible. Mais en revanche, on constate que la plupart du temps, ces employés qui cliquent sur des mails de phishing n'osent pas le reporter, prévenir la hiérarchie, dire voilà, je crois que j'ai cliqué sur un mail, c'est pas terrible, ou je crois que j'ai eu une conversation téléphonique avec un monsieur, je lui ai donné mon mot de passe, je crois que j'aurais pas dû. C'est quelque chose qu'on croise, donc est-ce que tu peux l'expliquer ? C'est vrai que c'est pas quelque chose qui est forcément évident à dire, d'admettre ses erreurs. Encore aujourd'hui, je dirais que c'est très très dépendant en fait de la culture d'entreprise, de la culture de travail aussi dans laquelle la personne évolue. Et plus on va être dans une culture de travail très descendante, avec, je dirais, un management un petit peu plus directif, voilà, plus ça va être compliqué pour n'importe quel salarié d'admettre ses erreurs ou en tout cas d'en faire part. De faire part de ses doutes parce que, effectivement, c'est pas forcément quelque chose d'intentionnel de cliquer sur un lien. Donc voilà, on sait que plus il va y avoir une culture, ce qu'on appelle du silence, plus ça va être compliqué de faire remonter des éléments indésirables ou en tout cas des choses un petit peu douteuses qui peuvent mettre l'entreprise à mal. Et ce serait quoi tes conseils parce que je sais que tu es spécialisée dans ce domaine de la psychologie du management. Quels seraient tes conseils à toi pour justement faciliter cette remontée d'informations qui est très utile en termes de sécurité ? C'est intéressant d'essayer de développer justement une culture d'entreprise du droit à l'erreur. Non pas que tout le monde fasse des erreurs et que ce soit bien perçu, mais plutôt cette idée que l'erreur est humaine, ça peut tous nous arriver. Donc soyons humbles par rapport à ça et essayons non pas de pointer du doigt la personne qui s'est trompée, mais de comprendre aussi le contexte qui a permis ou qui a créé en tout cas cette erreur-là. Et donc ça permet en plus d'améliorer les process, parce que très souvent, c'est aussi un problème, on va le dire clairement, de process, d'organisation. Donc ça, c'est du côté du management. Après, pour les aspects techniques, parfois, ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir aussi peut-être une boîte ou un endroit où on peut justement faire part de cette erreur ou de cette suspicion, ce doute qu'on peut avoir. Admettons, un employé a cliqué sur un lien. Il n'est pas certain d'avoir commis une erreur, mais il a quelques doutes. Il aimerait en faire part à son N+1, par exemple, à la personne qui est au-dessus de lui. Si ça ne se passe pas très bien et qu'ils n'ont pas un bon relationnel, il y a peu de probabilités pour qu'il en parle. Donc là, il y a évidemment des risques pour l'entreprise aussi. Donc ce qui peut être intéressant, c'est peut-être parfois d'avoir un petit peu comme des boîtes mail ou des endroits vraiment qui seraient dédiés à remonter ces informations sans forcément que ça passe obligatoirement par le N+1. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ça me paraît assez oui, clairement. De toute façon, si un employé a fait une erreur, il a cliqué sur un mail de phishing, je ne suis pas sûr que la meilleure idée soit de prévenir son N+1, mais il faut prévenir le responsable de la sécurité d'informatique de l'entreprise, qui n'est pas forcément du tout le N+1. Et ensuite, ça va se faire par email. Il ne va pas prévenir tout le monde. Et il y a un point aussi qui est important, c'est que si un employé a cliqué sur un mail de phishing et qu'il doit remonter l'information, il faut absolument qu'il donne son nom, parce que va falloir investiguer sur son compte à lui. Mais ça me fait penser à un truc. Est-ce que c'est le même phénomène psychologique quand une entreprise qui subit un piratage informatique fait, comme on dit, met sous le tapis, on dit, essaye de passer ça sous silence, de résoudre ça en interne, va pas faire de déclaration de police, va en parler à personne. C'est un peu le même phénomène. Alors là, ça me fait davantage penser à ce qui est e-réputation, réputation de l'entreprise, donc qui peut mettre en jeu aussi peut-être son avenir et sa relation client, la confiance que les clients ont en entreprise. Donc peut-être, je dirais que c'est un petit peu différent, il me semble, à ce niveau-là. Là, quand on parle culture d'entreprise, c'est vraiment, comment dire, là, c'est la peur de la sanction, souvent, qui brime la parole et qui empêche de faire remonter des informations importantes. D'accord. Cette crainte des représailles. Donc, merci Audrey. Et pour conclure cette vidéo, j'aimerais que tu me donnes un petit conseil.
Et je pense que ce serait bien de le partager avec les gens qui nous regardent. Donc, comme j'expliquais en début de vidéo, j'ai fait pas mal d'audits et lors des restitutions, je donne des recommandations aux entreprises et je me rends compte que ces recommandations sont très peu suivies. Est-ce que tu aurais un conseil à me donner pour arriver à mieux, impliquer mon interlocuteur pour que ces recommandations soient suivies d'effet? Alors, je ne sais pas comment tu fais habituellement. En tout cas, dans la majorité des cas, on a tendance à penser, comme on le disait tout à l'heure, que de donner des arguments rationnels, ça suffira à générer le changement de comportement. Donc, en l'occurrence, à appliquer tes recommandations. Malheureusement, ce n'est pas quelque chose qui fonctionne. Pour passer des intentions à l'action, il y a besoin d'être accompagné. Et là, en l'occurrence, il y a des chercheurs, notamment des psychologues français, qui ont fait beaucoup de recherches à ce sujet, dans le domaine notamment de l'environnement, des comportements éco-responsables. Et il se trouve qu'il y a une technique qui marche très bien, qui s'appelle la communication engageante. Donc, comme son nom l'indique, l'idée c'est d'impliquer la personne, qu'elle devienne actrice de votre échange, qu'elle ne soit plus simplement spectatrice à écouter de manière passive les recommandations, mais qu'elle prenne part à cet échange. Donc concrètement, comment ça pourrait se passer? Imaginons que cette personne-là t'ait fait venir pour un audit. Eh bien, tu vas peut-être reprendre, on va dire, le motif de départ. Qu'est-ce qui vous a amené à nous faire intervenir dans votre entreprise? Ensuite, tu peux lui demander si pour elle, c'est important de protéger son entreprise. Évidemment, elle va te dire oui. Et donc là, l'idée petit à petit, c'est que tu trouves un moyen de susciter sa validation, de l'engager un petit peu plus. Et peut-être après de lui expliquer voilà, les points qu'elle peut renforcer, les points qui fonctionnent plutôt bien. Et ensuite de lui dire un petit peu comment elle voit la suite. Comment elle pourrait mettre toutes ces recommandations en place. De l'aider à se projeter dans un futur plus ou moins proche pour qu'elle puisse déjà un petit peu visualiser la manière dont elle va mettre en place tes recommandations. Donc ça, c'est une façon de l'engager. Et c'est donc pour ça que ça s'appelle la communication engageante. Et donc c'est un petit peu au carrefour, si tu veux, entre la persuasion et une forme de communication un petit peu plus interactive, on va dire. Et donc ça permet d'avoir quelqu'un qui donc, s'implique plus dans le processus de la restitution. Et tu penses vraiment que ça permet vraiment après d'avoir des actions qui vont dérouler de tout ça? Okay, en tout cas, ça facilite. Après, ça ne te garantit pas à 100% que les actions seront mises en œuvre, mais ça permet de faciliter le terrain. Et de cette manière-là, je trouve ça intéressant parce que tu vas accompagner ton client, tout simplement. Tu vas l'aider déjà à se projeter dans ce qu'il va pouvoir mettre en place. Peut-être même lui donner d'autres conseils qui vont faciliter la mise en place de recommandations. Alors, est-ce que ça peut être au niveau de la hiérarchie, de ce qui est le plus important à mettre en place d'abord, ou de ce qui est le plus facile à mettre en place? Ça peut se discuter aussi, j'imagine, à ce moment-là. Merci Audrey. Merci Hubert. Et à bientôt avec Sense Expertise, votre partenaire cyber. Et moi, je vous dis à très bientôt.